Donc c'est quoi qui te pousse à prendre cette décision-là à ce moment-là? Je pense que j'étais au pied du mur. Ok. Ça faisait combien de temps que tu étais dans la période de transition remise en question? La formation, elle a commencé en juin et moi, j'avais quitté mon poste, je pense, février. D'accord, donc tu étais sur 4 mois en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. 4 mois, tu sais, où Ou dans t'as ta tête- meuf en plus? Exactement, tu Ok. vois. Et qui m'a soutenu quand j'ai voulu quitter le poste précédent, tu vois. Mais qui dit au bout d'un moment, mon chéri, il faut ramener là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Pierre Mathieu, votre hôte préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du format Business Talk. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai arrêté ce format-là. Et je me suis dit que ça y est, c'était le moment de vous reparler business. On va arrêter de ne parler que de femmes tout le temps. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter Adi, mon associé et ami depuis ces dernières années. Donc Adi, on travaille ensemble sur le projet de la salle du temps depuis 3 ans maintenant. C'est ça, à peu près, ouais. 3 ans maintenant. On s'est rencontrés à travers Will, donc que vous avez déjà vu sur un podcast. Et comme vous le savez, j'aime bien vous présenter les amis que j'ai autour de moi, le cercle que j'ai autour de moi, parce que avec le temps, eh bien, j'ai appris justement à faire constamment un tri qui fait en sorte que je ne garde que les gens qui sont déterminés autour de moi. Et comme vous le savez, l'objectif de cette chaîne, c'est de faire en sorte que, au-delà du fait qu'on parle de femmes et qu'on rigole bien, eh bien, je puisse vous donner des clés qui vont vous permettre d'évoluer, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau du mindset. Et là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode où on va parler de business avec Adi Gilas. Donc, Adi, bah écoute, je vais te laisser te présenter puis on va enchaîner. Ouais. Écoute, du coup, moi, c'est Adi. J'ai quoi? J'ai 36 ans. Je suis l'ancien de la bande. C'est vrai ça. Je suis l'ancien. Et donc, du coup, à la base, moi, j'ai fait des études comptables et financières. Donc, je me destinais à être expert comptable. J'ai été auditeur financier quelques années. Pour des raisons, je pense qu'on évoquera un peu après, j'ai quitté ce milieu. Je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat avec pas énormément de succès. Je suis retourné à un moment donné. On en reparlera de ça, les sacs. Ouais, on en reparlera. Ouais. Je suis retourné après à un moment donné très rapidement à finance pour me rendre compte que voilà, j'étais plus fait pour ça. Et j'ai entamé un parcours de reconversion professionnelle. Donc je suis devenu développeur web. J'ai travaillé en agence pendant à peu près 1 an et demi. Et à ce moment-là, il y a Will qui m'a appelé. Il m'a dit Adi, rejoins-nous sur la salle du temps. Voilà. Sommairement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc écoutez, comme vous le savez, chaque personne que j'ai autour de moi, chacun des profils, à chaque fois, il m'inspire pour une chose en particulier. Vous avez trouvé Willy et sa sagesse. Vous avez trouvé Dixon et le mindset. Vous avez trouvé Noal et l'adaptation. On a fait Didier et le fait de pouvoir pivoter dans sa société. Aujourd'hui, il y a plusieurs trucs. Et d'ailleurs, il y avait Thibaut aussi par rapport à sa chaîne YouTube que je ne l'oublie pas. Et Adi, moi, il y a plusieurs choses que je kiffe, que j'admire, qui me fascinent par rapport à toi. Et en vrai, c'est comme ça qu'on va articuler aujourd'hui le podcast. La première chose, ça va être la notion de reconversion. Ouais. D'accord? Parce que je pense que pour moi, c'est une des pierres angulaires de ta vie et par rapport aux décisions que tu as prises. La deuxième, ça va être par rapport à l'équilibre de couple. Ouais. Ok? Parce qu'il ne porte pas sa bague, mais madame, il est retiré du game. Et la troisième chose que j'ai envie qu'on parle, j'ai qu'on parle aussi de religion. Ouais. Et l'équilibre que ça te permet d'avoir dans ta vie à toi. Ouais. Donc écoute, on va parler de reconversion pour commencer. Donc est-ce que tu peux nous parler de ta vie d'avant? Est-ce que tu peux nous parler du coup de fil avec Willy et de comment est-ce que tu as décidé de démarrer le business? Bien sûr, ouais. Donc, comme je l'avais dit un petit peu en introduction, à la base, j'ai un parcours comptable et financier. Donc du coup, logiquement, la suite des études, c'était entrer dans un grand cabinet d'audit, ce que j'ai fait. Je suis resté 3 ans à l'intérieur. Et en fait, c'était un métier, on va dire, pour lequel je n'étais pas adapté. Ok. Ça a nécessité, en tout cas à titre personnel, de sortir énormément de ma zone de confiance. Et en fait, très rapidement, lorsque j'ai commencé ce métier, je me suis retrouvé à être confronté face à mes blocages personnels. Des blocages psychologiques, des difficultés, des choses pour lesquelles je n'étais pas préparé, étant donné que les études, c'est pas forcément très concret en fait. Tu vois, parce que cet aspect-là, en fait, tu l'apprendras jamais à l'école. Tu l'apprends que dans la vie réelle. Bien sûr. Et finalement, je suis arrivé dans la vie réelle qu'à 25 ans. Bien sûr, comme quand on sort d'études maintenant de nos jours. Ouais. C'est assez violent. Donc du coup, c'est vrai que, on pourra en reparler, c'est vrai que j'ai beaucoup de recul sur l'utilité des études ou non, etc. Donc voilà.
Donc 6 ans d'études. 6 ans d'études. 6 ans d'études. Au final, c'est quoi comme études que tu fais? J'avais fait. Donc t'as ton bac? Alors j'ai mon bac ES. Ok. J'arrive à la Sorbonne. Ouais. Je fais 2 années en mode où on déconne. Ouais. Pour ceux qui savent, il y a 2 UFR. Il y a économie et gestion en fait à la Sorbonne. Je me suis retrouvé en économie par hasard, alors que je pensais faire de l'éco-G. Ouais. Et les 2 premières années, on était un peu trop en mode déconne. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis ressaisi, je me dis, hey, arrête de déconner. Et j'ai réfléchi à mon parcours, je me suis dit, tiens, l'expertise comptable, ça peut être sympa. J'ai rencontré des personnes qui m'ont un peu orienté là-dedans. Donc tu rentres dedans au début sans te dire que tu vas faire forcément l'expertise comptable? Non, mais alors, c'est marrant parce que, parlant d'entrepreneuriat, à la base, je suis allé en éco-gestion parce que, de base, ce qui m'intéressait, c'était l'entrepreneuriat. Donc, et ça, du coup, il y a 15 ans, quoi. C'est ça, déjà depuis que j'étais au lycée. À l'époque, c'était l'idée d'avoir une maison d'édition de manga. Okay. J'étais fan de manga, je kiffais ça, donc c'était un peu l'idée à l'époque. Donc du coup, j'arrive à Sorbonne, je fais mes 2 ans, on déconne. Au bout d'un moment, je dis, hey, mec, t'es là quand même pour te créer, pour te bâtir un avenir, arrête tes conneries. Donc du coup, je me ressaisis et en fait, à ce moment-là, je passe un concours pour entrer à Dauphine. Donc Sorbonne, Dauphine. Exactement, ouais. Pour moi, c'est des noms qui impressionnent en vrai. C'est effectivement pas mal, c'est sympa, ouais. Bon, c'est une belle université. À titre personnel, pour moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie quand j'ai été admis. J'avais travaillé. Dauphine ou Sorbonne? Dauphine. Dauphine, c'est sélectif, Sorbonne, ça l'est pas. Donc du coup, forcément, j'avais travaillé toute l'année pour préparer le concours d'entrée. C'était la filière universitaire de l'expertise comptable. Et donc du coup, effectivement, super fier en fait d'arriver à Dauphine. Donc tu arrives à Dauphine en 3e année? C'est ça exactement, ouais. Mais en fait, il y a eu une année entre guillemets que j'ai retapé à la fac, à la Sorbonne, mais bon, pas nécessaire d'entrer dans les détails. Et donc du coup, effectivement, j'intègre Dauphine. Donc je suis le parcours de 3 ans qui mène vers l'expertise comptable. Et en fait, il se pose le choix, soit je vais en expertise, soit je vais en audit financier. Je choisis l'audit financier. C'était un peu la voie que tout le monde prenait et qui laissait pas mal de possibilités après par la suite. Ouais, parce que c'est vrai qu'on retrouve ça aussi souvent dans les études, c'est qu'on vient dans un domaine sans forcément savoir ce qu'on va faire derrière. Exactement, ouais. Et en vrai, on peut facilement se mettre dans un truc où on se dit putain, au final, il n'y a pas de débouché. Quand il y a 8 ans, je dis je veux faire du marketing sportif, on me dit mais t'es un zinzin, il n'y aura pas de taf là-dedans. Alors tu vois ce que c'est devenu avec le temps. Mais il y a 8 ans, quand je me dis tiens, pourquoi pas faire ce truc-là, on me dit mais tu vas t'enfermer, ça y est, t'es mort. Genre. En fait, t'aurais été prêt. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est vrai que. Alors, c'est 2 métiers différents, tu vois, l'expertise et l'audit financier, mais à un moment donné, je me suis dit. Allez, va dedans, ça t'ouvre des possibilités. C'est-à-dire, au moins, t'es pas fermé dans le côté expertise. Tu peux très bien bifurquer en direction financière d'une autre boîte. Tu peux travailler dans plein de sociétés différentes. Tu seras pas forcément cantonné, on va dire, à la comptabilité pure, à l'expertise. Donc, effectivement, je suis allé dans l'audit financier. Et donc, du coup, très rapidement, ce que je te disais, c'est que j'ai été confronté à mes problématiques. C'est un peu ça la question de base. Ouais, la question là, déjà, c'est savoir voilà, ton parcours. Donc, on sait qu'il y a une grosse reconversion. Exactement. Il y a en gros 4-5 ans. Ouais. L'idée, c'est quoi le parcours de base? Et moi, après, je veux qu'on rentre dans le. Tu commences à te poser des questions et. Bah, en fait, les questions. Et tu passes à ta deuxième vie. Ouais. Bah, du coup, écoute, on va rapidement arriver à ma dernière année d'auditeur financier. J'ai été rapidement confronté à des problématiques. Donc, en fait. Et très rapidement, tous les problèmes que j'avais en fait et qui dataient depuis des années, depuis l'enfance peut-être ou autre, tout ça a refait surface en fait et c'était extrêmement violent pour moi. Ça a refait surface à quel moment? Dès les premières missions, je pense. D'accord. Donc dès qu'en gros tu rentres dans le métier, tu sors de tes études, là tu te dis oh putain. Oh putain. En fait, des problématiques, notamment de stress ou d'autres, je les avais déjà dans le cadre des études. C'est marrant parce que j'avais la réputation d'être le mec stressé, tu vois. Ça se savait, tu vois. C'est pas un truc que tu caches, tu vois. Tout le monde était au courant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es au tableau, tu stresses, ça se voit, tu vois. Donc tu peux. De toute façon, c'est comme ça. Mais ça a pris une plus grosse ampleur. Donc, au niveau du travail, ça a été un peu compliqué à gérer. Et donc, j'étais confronté à un choix. J'abandonne ou je m'accroche. J'ai décidé de m'accrocher. Donc, du coup, je suis allé. J'ai poussé le truc, on va dire, à fond. Et je suis resté 3 ans au total. Sauf que, effectivement, la dernière année, quand t'es, on va dire, sortir de sa zone de confiance te permet d'avancer. Mais quand t'es vraiment, genre, t'es dans les flammes de l'enfer, tu vois. Tout le temps. Mais en fait, tout le temps, c'est pas gérable, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'était devenu ingérable. Donc, problème d'organisation, de concentration, de confiance, de stress, de machin. Tout, en fait, réuni ensemble, en fait, du coup... au bout d'un moment, j'ai pété un câble et je me suis mis en arrêt maladie. Ok. Ouais, donc c'est passé comme ça. Parce que t'as fait que 3 ans au final. J'ai fait 3 ans. Je pensais que t'avais fait plus. Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais 2 ans et la dernière année, c'est. Flamme de l'enfer. C'était western. Ok, d'accord. Donc tu te mets en arrêt? Je me mets en arrêt, pendant une certaine durée. Ok. Et en fait, à l'issue de ça, à mon retour, j'ai l'occasion de discuter avec les RH. Je leur explique la problématique, on trouve un terrain d'entente et je peux partir, on va dire,
en bonne entente avec mon employeur de l'époque. D'accord. Donc, ouais. Donc à ce moment-là, donc tu dis je me casse, je fais plus auditeur et tu fais quoi? Bah, vu que l'entrepreneuriat c'était toujours un truc qui m'intéressait, que j'ai toujours des idées dans la tête et j'ai toujours envie d'essayer des choses, je me dis qu'effectivement je vais aller vers cette voie-là. Je m'accorde un break quand même et je me remets au sport d'ailleurs. D'accord. Tu vois, je me remets au sport, je me refais un peu une santé, je perds une dizaine de kilos. Et à ce moment-là, effectivement, émerge l'idée des sacs dont on avait parlé. Ouais, la maroquinerie. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que premier projet entrepreneurial. Avec un gars à toi? Ouais, c'est ça, avec un de mes potes de la fac justement. Et c'est super drôle parce que du coup, premier projet, tu commets toutes les erreurs en fait de débutant d'entrepreneur. Toute ma vie, je m'étais dit, mais oui, mais si c'est moi qui faisais ça, je ferais ci, je ferais ça, machin, tac, tac, tac. Puis tout d'un coup, tu passes de l'autre côté en fait. Et de l'autre côté, tu te rends compte que oui, effectivement, ça c'est difficile. Ça c'est un petit peu dur. C'est quoi les premières erreurs que tu as faites du coup? La toute première, tu sais c'est quoi? C'est que j'avais identifié le besoin. Donc, le besoin, c'était quoi? Tu vas à une salle de sport. Ouais, donc attends, donc explique-le. Donc le produit, c'est un sac. Voilà, la problématique de base, c'est que j'allais au sport tous les jours et que pour mettre mes affaires sales, je les foutais dans un sac Carrefour à l'intérieur. Pareil, un sac Auchan pour mettre mon gel douche, machin, etc. Tu l'oublies pendant 2 jours. Ouais, mais c'est ça. Et t'as un sac en fait qui est pas pratique et en plus qui est même pas très beau d'ailleurs. Alors que tu vas avec au travail, tu le prends avec toi pour aller en week-end, tu te déplaces avec. Donc l'idée, c'était d'avoir un sac esthétiquement beau et fonctionnel pour te permettre en fait d'aller au sport, mais aussi de partir en week-end avec et de faire d'autres choses. Et donc, première problématique, c'est que j'identifie des concurrents potentiels, mais qui se basent à l'étranger. Et c'est vrai qu'un pote me dit, mais tu sais, Adi, pourquoi juste tu prends pas en fait cette idée-là, tu les contactes et tu essaies de vendre leurs produits ici comme une franchise, quoi. Bien sûr, ouais. Et moi, je dis, non, j'ai envie de faire mon truc, tu vois. Et ça, je pense que c'est la première erreur que tous les entrepreneurs font au départ. On a envie de faire ce truc, le truc qui nous ressemble. Et je pense que c'est le parcours de base, en fait. Tu vois. Et nous-mêmes, on l'a fait en vrai. Bah ouais, c'est vrai. Avec la salle du temps. Bien sûr. Et donc, du coup, peut-être qu'effectivement, un peu moins d'ego de côté et se lancer uniquement dans la partie business, ça aurait été plus intéressant. D'autant plus que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je suis pas le meilleur des vendeurs. Et donc, du coup, plutôt que s'amuser à développer un produit sans être capable de le vendre, plutôt essayer de commencer à vendre d'abord et acquérir ces compétences-là. Je te coupe à ce moment-là parce que je trouve que ça, c'est une super clé sur le fait de dire, on savait par exemple pourquoi est-ce qu'on a fait ce business de la salle du temps, mais pour les gens qui veulent faire du business et qui vont vouloir faire de l'oseille, c'est vrai que souvent le fait de pouvoir étudier la concurrence, de se rendre compte que des fois, il y a un produit ou un service qui n'est pas forcément très différent de ce que toi tu veux proposer ou qui est dans la même industrie, tu veux faire de l'oseille, franchise-toi. Tu le fais pendant 1 an, 2 ans, tu vas avoir un franchiseur sur le dos qui de toute façon peut pas faire en sorte que sa marque se casse la gueule. Tu vas pouvoir faire du cash et avec ce cash-là que tu auras mis de côté du 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, quand tu décides de lancer ton projet à toi, juste 2 ans plus tard en vrai, pendant que toi tu as pris toute ton expérience, et bah t'arrives et en vrai tu es beaucoup plus serein quand tu lances ton projet. Et c'est vrai que pour nous par exemple, c'était même pas une idée quand on a lancé la salle du temps, mais c'est vrai que maintenant avec du recul, je propose par exemple, bon on le fait nous à travers la salle du temps, mais je propose beaucoup plus facilement à des mecs qui veulent lancer du business, réfléchissez au modèle de franchise, pas en se disant je vais le faire toute ma vie, mais en se disant je peux le faire un temps, le fait de commencer à apprendre l'entrepreneuriat, pouvoir commencer à mettre du cash de côté, pouvoir continuer de me renseigner sur mon industrie. Et tout ça, en vrai, ça fait en sorte que quand toi, tu vas décider de lancer ton produit, tu vas être beaucoup plus en place. Donc, à part si tu as un ego énorme qui te fait te dire « c'est moi le meilleur et je vais révolutionner le monde avec mon business », comme ce qu'on a fait en réalité maintenant sur la salle du temps, le modèle de franchise, et ben, ça peut être un modèle qui est super intéressant et qui a étudié. Mais c'est vrai, et en plus, alors, moi, effectivement, j'étais complètement débutant, tu vois, mais c'est vrai que vous aviez déjà une première expérience d'entrepreneuriat. Vous vendiez et vous faisiez de l'argent. Ça, c'est un gros plus, tu vois. On faisait de l'argent, on faisait du marketing de réseau. Donc, on vendait, on essayait de vendre. Vous aviez développé une compétence de vente. 100%. Tu vois, parce que je me souviens des anecdotes que tu racontais, être capable de louer une salle dans un hôtel, mobiliser des personnes, du monde, faire ton speech, voir la moitié de la salle partir en même temps, mais s'accrocher pour les derniers qui restent, quand même, c'est une vraie compétence. Tu avais quel âge en plus à ce moment-là? Moi, j'ai commencé le marketing de réseau, j'avais 18 ans la première fois et j'ai repris à 20 ans. Et j'ai fait après de 20 à 22. De 18 à 20, 22 ans, tu es capable déjà de générer tes premiers. T'es capable de. Moi, par exemple, c'est vrai. Par exemple, par rapport au marketing de réseau, la plus grosse valeur ajoutée, je l'ai trouvée dans le fait de gérer une équipe, de pouvoir générer de la motivation chez les gens sans leur faire gagner d'oseille et toutes les compétences d'organisation que j'ai aussi. Parce que du coup, par exemple, moi, très jeune, dès 20 ans, quand je suis revenu de Londres, bah, j'ai enchaîné. Je fais du marketing de réseau, je suis en cours, donc j'étais à la fac. Je fais du coaching sur plusieurs structures, etc. Donc c'est vrai que typiquement, ça m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est vrai.
Donc je me suis perdu. Non, bah pas de souci. Donc en gros, tu disais, Ouais. t'as voulu lancer ton expérience, t'as Ouais. commencé à regarder, t'as commencé à étudier le marché. Donc première erreur, T'as effectivement. pas écouté tes potes qui t'ont dit essaye de peut-être distribuer en Ouais, France, c'est ça. ce qui se fait déjà à l'étranger. C'est ça, donc il y avait ça. Ensuite, seconde erreur, c'était quoi? Alors, il y a aussi des aspects positifs, tu vois. C'est que effectivement, les planètes sont alignées. J'ai réussi à un moment donné à trouver un super designer avec qui bosser, qui était vraiment génial, etc. Et l'autre truc, c'est que je suis pas resté focus sur la problématique de base que j'avais, qui était de se dire, je veux un sac de sport qui soit pratique, beau, D'accord. esthétique. Le designer, en fait, il nous a saucé, il nous a montré un projet innovant, tac, il a fait parler sa créativité, ce qui est génial, tu vois, en soi. Mais, et là, tout d'un coup, j'ai été ébloui par un prototype, Ce qu'il t'avait en tout proposé, cas 3D, ouais. en fait, avec Ouais. une idée, un concept, et en se disant, mais c'est génial, on va tout révolutionner, on va tout péter, et en se disant, j'ai eu un manque d'humilité, je pense, à ce moment-là, en se disant, tiens, mais attends, du calme, quand tu te dis que tu vas concurrencer les Samsonites, les machins, les trucs, tous les autres, du calme, t'es dans ta niche, Ouais. et reste dans ta niche, tu vois, peut-être au départ pour commencer, tu vois. Donc du coup, on est parti sur un modèle de sac un peu trop compliqué. D'accord. Ouais. Donc du coup, qui avait toujours la fonctionnalité de base de on mélange le sport et l'esthétique. Oui Ok. et non. Ok. Parce qu'au final, c'est plus devenu un sac que t'emmènes en week-end avec toi. D'accord. Plus qu'un sac de sport, Ok, je te je jure. comprends. Ah. Tu te retrouves avec un sac avec du cuir dessus, Ok. du textile, des D'accord. machins, etc. Qui était, alors, super beau. Très beau. Franchement, ouais, super beau. Donc du coup, vous en avez produit et tout. Alors, on a fait plusieurs prototypes. Ouais. On a fait plusieurs prototypes. Et on n'a pas abouti à la phase de commercialisation et de D'accord. production. Mhm. Et pareil, là j'ai été confronté à pareil, des difficultés personnelles qui sont remontées à la surface, notamment dans la partie négociation commerciale. Ok. Où là effectivement, bah, Faut putain, se en fait, confronter. confronté et tout d'un coup, les blocages que j'avais en fait, bam, ils me reviennent à la gueule. Et c'était violent, tu vois, dans le sens où t'as de l'ambition, t'as envie de faire un truc et tout d'un coup t'es Ouais, bien sûr. paralysé, Ouais, je tu vois. Donc, alors j'ai été capable de prendre certaines décisions à un moment donné, Mhm. mais il y en a d'autres que j'ai pas été capable de prendre. Mhm. Et donc du coup, ça a conduit à une stagnation et à un abandon tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis et j'écoutais je sais plus quel entrepreneur dire que en vrai maintenant si t'es perdu dans ta vie, que tu sais que tu as envie de faire quelque chose de ta vie, en vrai tu as une seule compétence à développer, à débloquer, c'est vraiment la compétence de vente. Parce que si tu es bon là-dedans, peu importe ce dans quoi tu vas sûr. décider de te mettre, peu importe l'industrie sur laquelle tu vas décider de te positionner, etc. Si tu es perdu dans ta vie à l'heure actuelle et qu'il y a deux choses que tu veux blinder, il y a apprendre sur le marché de l'entrepreneuriat, le mindset que ça nécessite, etc. Et le fait de savoir vendre. C'est vrai que si tu sais faire ces deux trucs-là, tu as juste à être bon là-dedans en vrai, Bien sûr. tu peux rentrer des sommes astronomiques. Mais surtout que, tu sais, on oublie le truc de base, c'est que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr. Tu es là pour vendre et gagner de l'argent. Si t'es là de tourner les pouces à te branler en fait et qu'il n'y a pas de cash qui rentre, super, t'es entrepreneur mais il n'y a pas de cash qui Bien rentre sûr. en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais en fait exactement. Donc ça, c'était une autre leçon. Ok. Puis, autre leçon, normalement, il faut aller vite. On a pris trop de temps. Ok. La phase de. Vous avez mis combien de temps à peu près du coup à passer de j'ai l'idée à ça y est, je commence à avoir les prototypes et donc en fait il manquait la phase de quoi? Trouver les fournisseurs pour envoyer la commercialisation? Alors, je vais essayer de me souvenir comment ça s'est passé. Je travaillais un peu sur l'idée. D'accord. Ensuite, Donc à ce moment-là, tu n'avais pas de job. Tu étais à 100% dessus. J'étais au chômage. Ouais. 100% dessus. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'était ton Ouais, ton main business. Quoi. j'avais le temps de gérer ça. Ok. J'avais le temps pour. Donc ouais, écoute, premier temps en fait, réflexion sur le projet. Je commence à réfléchir et à me motiver pour commencer. Il y a mon pote qui me rejoint à ce moment-là. Puis arrivé l'été en fait, donc je pense que ça devait être mai-juin peut-être où je commence à réfléchir à tout ça. Arrivé l'été, je commence à essayer de rencontrer des designers un peu pour m'aider dans le projet. Je rencontre, j'en sélectionne un, puis après on commence à travailler. Et septembre, on commençait déjà à avoir les 3D en fait sur le sujet. Ensuite, on avait entamé des contacts avec des professionnels qui sont, alors, entre guillemets, qui auraient pu nous aider à avancer sur le projet. Mais en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure où j'avance, et en plus avec qui j'avais conclu un peu un deal avec eux, c'était que je commençais à m'enfermer avec eux sur un projet sur lequel allait eux leur servir en fait de poule aux œufs d'or. C'est-à-dire nous on est là pour cracher du cash en fait. Et c'était quoi la fonction de ces gars-là? Nous aider à se développer en fait. C'est-à-dire, business développeur? alors, Ils injectent du cash, ils prennent des parts? non. Ok. Ils nous aident à trouver, on va dire, des prestataires, des fournisseurs. D'accord.
Et ils nous apportent aussi une technologie, c'était les tags, tu sais, en fait. C'est des espèces de puces de géolocalisation, en fait, que tu peux intégrer, en fait. Et D'accord. eux, ils avaient créé aussi leur marque de maroquinerie sur laquelle ils intégraient effectivement cet outil-là. Donc l'idée, c'était d'intégrer, en fait, ce produit-là et de pouvoir travailler, en fait, dans le truc. Travailler avec eux, en fait, conjointement. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un mauvais deal. J'ai rompu l'accord. Alors que j'avais signé bon pour accord, qu'on avait envoyé un peu de cash, tu vois. Mais, c'est ça qui forge en vrai, c'est ces trucs-là. C'était une décision dure. C'était difficile. Mais j'ai pas été capable derrière de. Je m'en veux, hein. J'ai pas été capable de récupérer l'oseille derrière. Tu vois. Ça te demandait trop d'efforts d'aller chercher l'oseille. Le blocage était trop fort. T'avais pas mis de clause ou de truc? Si on casse, on récupère l'oseille? J'en étais à un point en fait où le blocage était trop fort. Il fallait que tu te sépares et c'était le plus important. Ouais, c'était ça. Mais j'ai pas été. On aurait pu peut-être négocier d'autres conditions, traiter, mais j'ai pas fait cet effort-là. Donc ça a été une autre erreur. Il y a eu quoi d'autre encore? Écoute, c'est à peu près tout. Ensuite, effectivement, on a tous continué plus ou moins à avancer un peu dans nos vies parce que chacun a ses préoccupations. Le designer, de toute façon, il avait son taf à côté. Il y avait mon associé qui avait ses restos, donc il continuait à charbonner à côté. Et moi, je commençais à réavancer un peu dans ma vie aussi. Donc du coup, petit à petit, on s'est détourné du projet. C'est tout, ouais. Donc du coup, cette expérience-là de maroquinerie, c'est le premier truc. J'ai eu mon diplôme. Ouais, t'as eu ton diplôme d'entrepreneur, ça a été validé. Validé, je sais pas, tu vois. Il y a toujours cette partie de te dire. T'as eu ta première expérience, t'as eu ton diplôme de. Là-dessus, j'ai appris énormément. Ouais. J'ai appris plus que si j'avais fait 50 plus à l'école. Tu vois. Donc tu fais ça. Je fais ça exactement. Et à ce moment-là, comment t'enchaînes? Comment j'enchaîne? Donc, je rencontre celle qui est devenue ma femme. Donc, où ça? À l'auto-école. Voilà. Vous connaissez pas ça, les jeunes, les auto-écoles. Maintenant, vous passez le permis en ligne. Je te jure. Donc à l'auto-école, donc tu rencontres ta chérie. Ouais, le jour de l'examen du permis de conduire. Donc du coup, je suis perdu. Non, on disait donc comment est-ce que tu as enchaîné? Donc là, tu arrêtes la maroquinerie. Donc, du coup, effectivement. Tu décides de passer ton permis. Donc voilà, je rencontre ma femme. Je me concentre un peu sur le reste de ma vie, tu vois, sur essayer d'avancer. Il y a une problématique d'argent qui se pose à un moment donné, donc je retourne en finance. Ouais, parce que c'était le seul taf qui pouvait me payer un niveau de salaire que je voulais et je pouvais être recruté rapidement. Donc, puis maintenant, tu es ta femme, donc ouais, c'est ça. Faut ramener du cash. Exactement, ouais. Et donc du coup, piqûre de rappel, je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. J'arrête la finance, mais en mode définitif. Donc là, tu refais combien de temps? Ouais, j'ai fait 2-3 mois. D'accord, ouais. Donc j'ai rempli ma période d'essai. D'accord. J'ai rempli ma période d'essai, je me suis barré. Il y a eu d'autres problématiques à côté en parallèle, tu vois, mais bon. Donc du coup, j'arrête. Et là, j'ai une période avide où projet entrepreneur. Déjà, première expérience professionnelle issue de la fac qui est foireuse. Enfin, foireuse, j'ai acquis des choses, tu vois, mais qui s'est pas, on va dire, terminé comme j'aurais pu le souhaiter, tu vois, de la meilleure façon. Premier projet entrepreneurial qui se pète la gueule. Deuxième expérience pro en finance qui se foire aussi. Et au moins, t'avais 9 et t'avais le permis maintenant. C'est pas mal. Ouais. Enfin, tu vois. Donc, exactement, tu vois. Et donc, à l'issue de ça, petit passage à vide où je suis un peu perdu sur ce que je vais faire et sur ce que je dois faire. Donc, se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mon beau-frère me conseille indirectement de regarder le métier de développeur. Parce que ça recrute et qu'il y a moyen de faire de l'oseille. Moi, au début, jamais de ma vie, je me serais dit je vais faire développeur. Je t'explique, j'achète un ordinateur, le premier jour, je télécharge des virus en même temps que Chrome. Je pétais un câble, tu vois. Je dis, c'est quoi ce bordel? Ouais, c'est pas... Ok. À la base, non, jamais j'y aurais pensé directement. Mais je me dis, tu sais quoi, Nick, tu le sens bien? Je le sens, j'en ai aucune idée en fait. Quand tu vas, l'idée, est-ce qu'à ce moment-là, c'est un Eldorado parce que tu te dis, je sais pas trop quoi faire de ma vie? Est-ce que il y a quelque chose qui te fait te dire, je sens que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait te dire, j'ai quelque chose à apprendre dans ce domaine-là? C'est quoi qui te fait te... Parce que la formation de la capsule, tu vas lâcher 3-4 balles pour la faire. Ça va être pendant quoi, 10 semaines? C'est ça, ouais, 2 mois et demi. 10 semaines, donc c'est quand même un investissement. Donc c'est quoi qui te pousse à prendre cette décision-là à ce moment-là? Je pense que j'étais au pied du mur. Ok. Ça faisait combien de temps que tu étais dans la période de transition remise en question? La formation, elle a commencé en juin et moi j'avais quitté mon poste, je pense, février. D'accord, donc tu étais sur 4 mois en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. 4 mois, tu sais, où t'as ta meuf en plus? Exactement, tu vois.
et qui m'a soutenu quand j'ai voulu quitter le poste précédent, tu vois. Mais qui dit au bout d'un moment, mon chéri, il faut ramener là. Bah, c'est des questions. Elle s'inquiète aussi pour notre avenir. Tu vois, ce qui est normal, tu vois. Et donc, du coup, alors, pour parler du mindset, bon, voilà, en fait, pour reprendre le truc, c'est que je vais à une réunion d'information. Et dans cette réunion d'information, on présente un peu le métier, tu vois. Donc, effectivement, il y a deux côtés. Il y a le côté pragmatique, parce que c'est un métier qui recrute. Et c'est un métier où tu es une superstar en vrai. C'était quoi? C'était il y a 5, 6, 7 ans même. C'était en 2017. Ouais, donc c'est ça, à peu près 6 ans. Ça. Ouais. Donc du coup, métier qui recrute, qui paye, et perspective d'évolution, et c'est un changement de trajectoire complet par rapport à ce que je faisais, c'était ce que je voulais. L'autre chose qui a fait que, c'était que j'étais au pied du mur. Ok. Je te disais. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? Vraiment. Si c'est pas d'entrepreneuriat, faut bien que je me remette un peu dans le circuit et que je fasse autre chose. Donc, vas-y, Nick, j'y vais. Je m'inscris. Je fais une réunion, la réunion d'information. Puis je trouve un autre bootcamp. Je parle avec le professeur en Skype. Et à la fin, je lui dis, écoute, c'est bon, je m'inscris. Hop. Et 2 semaines après, tu démarres. Ouais, c'est ça. 2 semaines après, je démarrais. C'est là que j'ai rencontré Willy, d'ailleurs. Et après, c'était parti pour 10 semaines de formation. Ok. La formation? L'enfer. Les flammes de l'enfer à nouveau? Écoute, oui et non. Vu que je sortais en fait de pas mal de difficultés passées, il y a forcément ma confiance qui en avait pris un coup et des problématiques qui n'étaient pas résolues encore, sur lesquelles j'étais déjà en train de commencer un travail. Donc je commençais déjà à voir ma psy à ce moment-là et on avait déjà commencé à entamer un processus pour travailler tout ça. Et donc du coup, pendant la formation, j'ai réexpérimenté différents types de blocages, du stress, de la peur, des machins. Et par contre, j'étais en mode warrior. Tu te souviens l'histoire que je vous ai racontée là? Les soldats arabes, lorsqu'ils sont arrivés en Espagne, le mec a détruit les bateaux derrière. Ah oui, d'accord, ah oui, c'est comment ça s'appelle? C'est ah, j'ai le nom, putain, c'est dans les 48 heures du pouvoir. Cortés. C'est pas Cortés? Cortés, ça c'est l'Amérique latine, je crois, non? Ah bah bref, en tout cas, j'ai relu ça dans les 48 heures du pouvoir il y a un mois. Ouais. Et en plus, c'est aussi une des stratégies dans l'art de la guerre. Tu coupes tout chemin en fait, exactement. arrière de retraite et en fait, y a pas... Et moi, j'étais dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, plus un pas en arrière. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on va au bout. Quoi qu'il arrive, je me bats. Et chaque jour, j'étais en mode bataille pour comprendre le cours, être capable de le mettre en application et retenir, on va dire, toutes les infos qu'il fallait, tu vois. Et donc, chaque jour, en fait, c'était... Chaque jour, je mettais mon bouclier, je prenais mon épée, et hop, on va affronter. Tu sentais vraiment que t'allais au combat? Ouais. Alors, pas en termes de difficulté personnelle, mais aussi en termes de difficulté d'apprentissage, tu sais, parce que c'était quand même très intense. Ah, bien sûr, beaucoup de choses à apprendre. C'est des patterns qui sont différents, c'est un schéma qui est différent, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, chaque jour, travail, on y allait, on s'accrochait et on essayait de performer. D'ailleurs, je me souviens... Willy nous avait tous mis une soupape à un moment donné. C'était drôle parce que c'est celui qui savait pas utiliser l'ordinateur. C'est celui qui arrivait même pas avec son propre ordi le premier jour de formation. Il arrivait avec l'ordi d'Arthur. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Et premier mois, forcément difficile, tu vois. Mais deuxième mois, il a mis une soupape à tout le monde. Et ça, c'était vraiment impressionnant à l'époque. L'avantage que Willy avait en vrai aussi là-dessus, c'est que lui, il arrivait, il avait déjà un projet. C'est-à-dire que l'objectif, quand à ce moment-là, il se dit je vais faire mes 10 semaines de formation, c'est que j'ai un projet de la salle du temps qui m'attend. Ouais. C'est qu'on avait déjà de l'idée de la salle. On n'avait pas encore toute la préparation, plan de financement, business plan, etc. Mais il avait déjà l'idée de la salle. Il savait qu'on voulait faire une application. On savait pourquoi est-ce qu'on voulait faire une application, notre propre application et les avantages qu'on avait à avoir notre propre canal de communication à nous, en termes de rétention, publicité, etc., upsell, etc. Et du coup, c'est vrai que pour lui, c'était difficile, mais il avait le truc de, comme il avait son pourquoi, plutôt que d'avancer et de te dire oh ça va être chiant le cours à apprendre, comment est-ce que lui c'était en mode ok comment est-ce que je peux mettre ça en pratique, et lui comme il est très bon dans la reconnaissance de schéma, c'est en mode putain mais en fait ça va me servir à ça. Et tu vois typiquement c'était un des premiers quand vous avez fait votre projet de fin d'études où lui c'était en mode moi en fait j'ai déjà mon application, genre je vais pas inventer un projet bidon pour faire plaisir aux profs dans 2 semaines ou dans 1 mois, j'ai déjà mon truc à moi. Donc je pense que ça c'était un des il avait déjà son... Et puis pour reparler son objectif, pour reparler aussi du mindset, je me souviens, il était aussi déter dans le sens où je crois il avait liquidé son appart, vendu ses meubles pour payer la formation et genre en 1 semaine avant, je crois. Et surtout que lui aussi pour le coup, il avait déjà sa femme.
Ouais, C'est-à-dire qu'il avait sa femme avec qui il est avec elle. Elle le connaît, il a un appart, il a un taf. Quand on était coach, on ramenait du cash. Ouais. On avait une bonne qualité de vie. Il avait tous ces avantages-là. Et il a tout quitté pour retourner chez sa mère. Quand tu as ta meuf qui t'a connu avec tout ce que tu as, on sait à quel point ça peut être compliqué. Référence à l'autre podcast. Ouais. Et en se disant, bah ouais, c'est vrai que c'est un pourquoi supplémentaire de se dire, il faut que j'envoie tout et que j'envoie tout vite. Ouais. Je me suis perdu. Non, bah donc du coup, tu parles de la formation, donc, tu parles du mindset pendant que toi, tu te lèves pour aller en formation. Ouais, donc c'est ça. Chaque jour en mode déter. Et ça a payé. Ok. Ça a payé. C'est-à-dire que, en fait, chaque jour, j'arrivais à maîtriser les sujets et j'ai été capable d'avancer. Et chaque jour, je me battais, je comprenais les problématiques. Et donc en fait, tu as fait du jour après jour. Ouais, c'est ça. Il y a jour après jour, ouais. Et ça technique Navy Seals. Mais ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça super stylé parce que typiquement, dans les situations de crise ou les situations que j'ai du mal à gérer, je sais qu'aussi, je suis dans ce truc de me dire, l'objectif, c'est de dominer cette journée-là. Là, pour le moment, j'ai beaucoup trop d'informations et j'ai pas la capacité de pouvoir gérer le projet global. Le projet global est trop gros. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir le casser sur des années et comment est-ce que je vais pouvoir casser sur à la journée? Ok, aujourd'hui, si je me concentre sur ça, j'ai réussi à accomplir ma journée. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Et ça, c'est vraiment la technique qui permet d'avancer sur les gros projets. Tu commences par la tâche la plus facile et la plus accessible. Et tu te mets dedans. Qui soit. Ouais. Tu le fais, tu l'as fait. Ok, c'est quoi la suivante? Ainsi de suite, ainsi de suite. Puis finalement, en fait, t'es pris dedans et après, t'as grimpé la montagne sans t'en rendre compte. C'est stylé. Et moi, j'ai envie d'avancer un petit peu. Bien sûr. Et en plus, ça va nous faire une bonne transition. C'est que, donc du coup, là, donc, tu bosses avec Willy sur le projet d'application de la salle du temps. Ouais, exactement. Vous bossez ensemble dessus. Tu commences à bosser dans une agence. Ouais, c'est ça. Ça a mis quelques mois. Ouais. Mais globalement, ça se passait bien. Ok. Donc, tu fais combien d'entretiens là? Je sais pas, j'en ai fait plusieurs quand même. T'en as fait 5, t'en as fait 10? Entre 5 et 10. Ok. Je sais plus exactement. Mais parce que tu as dit tout à l'heure, les premiers refus, entre guillemets, je les prends bien. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais pas le niveau en fait. C'est-à-dire que je sortais de formation, je savais faire des choses, c'était opérationnel, mais en vrai, c'était pas le niveau qui était attendu. Pour un poste en entreprise. Ouais, exactement, ouais. Donc il y avait encore du travail à fournir. Donc, j'ai continué à me former. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de passer un entretien dans une boîte. D'ailleurs, l'entretien où je me suis fait le plus chahuter, c'est assez drôle. C'est eux qui m'ont fait une proposition, qui m'ont recruté, et c'est avec eux que j'ai tout appris. Ok. Là, pour le coup, il y a eu une vraie montée en compétences. Et là encore, maintenant, j'ai la première expérience professionnelle qui me permet de valider ma reconversion. En plus. Donc, cette première expérience, là aussi, c'était drôle dans le sens où j'étais toujours dans ma thérapie, toujours en train d'avancer et de corriger mes problèmes, les régler. Et donc, pareil, j'étais en mode chaque jour, en fait, combat, charbon et tout pour arriver à faire sur le démarrage avec cette agence-là. Exactement, ouais. Parce qu'il y avait énormément il était attendu de mon côté une grosse montée en compétences. Et pour que cette montée en compétences arrive, il était nécessaire que je me mette à niveau rapidement. Donc j'ai chaque jour charbonné. Il y avait mon manager qui arrivait, il me donnait une liste de tâches. Il fallait que les tâches soient faites. Donc voilà, c'était comme ça. Et en termes d'intensité, c'était honnêtement tout aussi intense que ce que je faisais en audit financier. Ça, c'est assez drôle. Mais par contre, vu que c'est un autre métier, un autre contexte, tu gérais beaucoup mieux? Ouais, toutes les problématiques que j'avais n'étaient pas présentes dans ce métier-là. Okay. Donc du coup, j'étais beaucoup plus épanoui. Et en plus, je passe d'un métier où tu es en costume cravate à pas bas de survêt, mais pantalon, basket, pull à capuche. Ouais. Je fous ma capuche, mes écouteurs par-dessus et je m'en bats les reins. Ouais, en fait, t'es beaucoup t'es concentré sur la performance. Il y a moins de paraître, il y a moins de... Il y a moins de paraître, il n'y a pas d'image. J'avais passé un entretien d'embauche, j'étais en costard. Et la meuf en face de moi, elle avait un collier avec des pics. Tu vois, genre, mais tu vois le décalage. Tu vois le décalage, ouais. Exactement. Et en fait, t'es dans un domaine où c'est génial. Je commençais à 10h du mat. À midi pile, les mecs s'arrêtaient de bosser. Ah oui, tu me disais, ça jouait, non? C'est ça. Ça joue à la c'est quoi, ça joue à la Play? Il y en a, ils jouaient à la Switch, d'autres à la Play en remote. Enfin, c'était un truc de dingue. Ça se matait des vidéos YouTube, c'était super fun. Ouais, t'as vraiment changé de monde. Mais et ça t'a fait du bien. Mais grave, on avait des pistolets nerfs, on se tirait dessus en open space. Okay. Donc c'est génial. Toi, tu changes de cadre. Et moi, je tapais ma sieste, j'allais manger et je tapais ma sieste sur un des canapés, tu vois. Franchement, j'étais refait. L'ambiance était géniale. En termes d'intensité de travail, de stress et de pression, je te dis équivalent à ce que je faisais en audit financier. Je me suis retrouvé même des fois à devoir régler des bugs jusqu'à 4h du mat parce que le lendemain, il y avait un test chez le client. D'accord. Ouais, mais donc en fait, tu es beaucoup plus récompensé à ta productivité. Ouais.
que ce que tu avais. Oui, j'étais dans un métier qui me correspondait plus, franchement. Ok. Beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. L'ambiance était cool, c'était intense. Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup à apprendre, mais tout le reste faisait que c'était génial. Donc, super expérience. C'est stylé. Donc voilà. Mais pareil, les premiers mois, charbon de ouf. Charbon de ouf. Et il s'est passé un truc, c'est que au bout d'un moment, j'ai été confronté à tellement de problématiques, tellement de choses, ils m'ont fait toucher à des sujets, en fait, jamais j'aurais touché ça peut-être dans une autre boîte, qu'au bout d'un moment, bah, t'as pris une grosse montée en compétences, et tu commences à prendre confiance. Et tu te rends compte que, bah, on m'a fait faire tellement de trucs, je n'avais strictement aucune idée par où fallait passer pour résoudre cette problématique, et à chaque fois, j'arrivais à trouver une solution. Peut-être pas la meilleure, mais le problème était résolu. Bon, bah, au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, t'es capable de résoudre tous les problèmes. Ouais. Et donc, Willy, il m'appelle, il me dit, écoute, t'as dit... oh, je sais que t'as pas trop confiance en toi, mais vas-y, je veux que tu viennes bosser avec nous. Ça, c'est quoi, 1 an et demi? C'est ça, 1 an et quelques après. Ouais. Et après, je l'ai au téléphone et je lui dis non, mais bon, c'est réglé, t'inquiète. Willy bug, il regarde son téléphone. Je parle bien à Adi. Ok, stylé. Ouais. Ah non, bah, surtout qu'en plus, à ce moment-là, nous, on avait eu une première expérience avec un de vos collègues de formation qui était très fatigante. Et c'est vrai que je me rappelle qu'à ce moment-là, bah, Willy, il te voyait t'épanouir. Et qu'au moment où il t'appelle et que tu lui dis non, mais quel problème de confiance, vas-y, ma gueule, je suis prêt. Il se dit, oh, attends, dingue, là, ça y est, faut qu'on se pose. Genre. Et donc là, du coup, vas-y, raconte ce qui se passe. Alors là, raconte-moi c'est quoi le plan que Willy te propose à ce moment-là. Alors. En fait, c'est assez marrant parce que je saurais pas te redire exactement ce qui s'est passé. C'était la capacité, je pense, de Willy aussi à l'époque. J'étais matrixé un peu par le truc. Tu vois. T'avais bossé dessus déjà avec l'application en fait, pendant votre formation. Ouais, c'est ça. Et t'avais suivi en plus les démarrages de Willy. J'étais là à l'inauguration de la salle. Je voyais que ça fonctionnait. Et puis, je me suis dit, putain, ouais, c'est le projet, le fameux projet que j'ai attendu toute ma life, tu vois. Vraiment, je l'ai ressenti un peu comme ça. Tu l'as ressenti comme ça? Ouais. Vraiment, tu vois. Moi, je veux savoir plus sur ça, moi. Ah ouais? Ouais. Écoute. À quel moment tu t'es dit c'est le projet? C'est au moment où Willy te le propose au téléphone? C'est au moment où vous avez commencé à bosser dessus 1 an et demi avant en formation? Alors, c'est vrai que Willy s'est toujours dit on va sans doute bosser ensemble. J'avais un peu ce ressenti-là aussi parce qu'il y avait un bon feeling, il y avait plein de choses qui faisaient que. Et... C'est perdu. Non, bah, pas de soucis. En gros, c'est à quel moment que tu te dis c'est le projet que j'ai attendu toute ma vie? Écoute, je pense peu de temps après. Je pense à ce moment-là, ouais. Quand il m'appelle et qu'il m'appelle, il dit ça, ouais, je pense, tu vois. Et au moment où il dit, je suis dans la merde, j'ai besoin d'un développeur, viens on bosse ensemble. C'est pas précisé comme ça, il me dit, ouais, vas-y. En fait, je voyais l'évolution de la salle du temps, moi j'en voyais le potentiel. Et ouais, elle a envie de rejoindre un projet qui pète, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qui s'est passé, ouais. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond très bien à la question et en plus ça nous fait justement une magnifique transition. Parce que au moment où justement, bah, tu te dis ça y est, c'est le bon truc pour moi. Ouais. Comme tu le dis, t'as ta femme. C'est ça. À ce moment-là, t'es marié depuis quoi, 2 ans? 3 ans? Même pas, on est mariés depuis 1 an. 1 an? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. On était ensemble depuis 2 ans, mais ça faisait... Ah oui, c'est vrai, le mariage c'était qu'au moment, ok. C'est ça, ouais. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce que tu gères l'autre? Parce que on a plein de frères ici qui doivent vouloir prendre plein de décisions, mais c'est vrai que quand t'as une meuf, quand t'es marié, même quand t'as des enfants, tu peux pas forcément être tout le temps super libre dans tes décisions parce que t'as des responsabilités, t'as du taf à assumer, tu vois. Donc à ce moment-là, à partir du moment où l'idée elle a germé dans ta tête et tu t'es dit ça y est, c'est mon projet, c'est tout ça, qu'est-ce que tu racontes à ta femme? Parce que moi, je me rappelle d'une fois où comment t'as géré ça? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire, je l'ai très mal géré, tu vois, de départ. Déjà, pour reprendre l'historique, donc effectivement, j'étais demandé au chômage et en plus, j'avais plus de droit à Pôle emploi. J'étais sorti, on va dire, de comment ça s'appelle, de l'autre boîte en finance. J'avais plus d'oseille. Ma femme m'a avancé la thune pour la formation. Et donc, du coup, effectivement, très naturellement, c'est pour que je travaille, que je commence un peu à plus commence à ramener, truc, etc. Bien sûr. Et là où, normalement, j'aurais déjà été en position pour essayer de soit
prendre une augmentation de salaire, soit trouver un autre poste un peu mieux payé, etc. Toi, tu lui dis Moi, race. Moi, je rentre à la maison, je dis ouais, chérie, c'est génial, je vais bosser avec Willy et tout, machin, tac, etc. Le projet de ma vie. Projet. Et elle s'arrête direct et me dit mais ouais, tu seras payé combien? Et moi, je la regarde, je dis comment ça? Et là, tu sens que c'est le début des emmerdes, tu vois. Tu sens que. Bah, tu sens qu'en fait, j'ai pas mis les bons mots, en fait. En plus de ça, j'étais incapable d'expliquer correctement c'était quoi le deal qui était proposé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis associé. C'était pas exactement ce deal-là qui était proposé de départ. Et j'étais pas forcément en capacité de le prendre parce que j'étais surtout dans l'émotion et l'envie de travailler sur le projet plus que sur les contreparties qui étaient proposées. Et donc, du coup, donc effectivement, moi, j'arrive la fleur au fusil. Ma femme me reprend directement, mais c'est quoi le deal? C'est quoi le truc? De quoi on parle exactement? Je dis, bah ouais, je sais pas, écoute, je vais bosser avec les gars, tu vois. Ouais. Et en fait, je me rends compte, effectivement, moi aussi, je suis complètement déconnecté. Une femme, en fait, elle a besoin, comment ça s'appelle, bah, ok, tu étais en train de dire que tu vas pas gagner d'argent. Pendant combien de temps tu vas pas gagner d'argent exactement? Ou si tu gagnes d'argent, quelle somme? Elle a besoin d'un horizon de temps, en fait. Elle a besoin de savoir combien de temps ça va durer, qu'est-ce que ça va être, etc. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que c'est un projet bidon avec qui tu t'associes? Enfin, il y a quand même des inquiétudes qui ressortent, tu vois. Et puis, en plus, on allait entamer le projet bébé aussi. Donc, du coup, elles sont où tes priorités, mec? Tu vois, donc, du coup, la question de savoir comment ça s'est géré, je pense pas l'avoir bien géré, entre guillemets. C'est juste que j'étais dans une situation où j'avais ce projet, il fallait que je le fasse. Et donc, qu'est-ce que tu mets en place à ce moment-là? Pas grand-chose. J'insiste un peu, je force en fait. C'est du forcing en quelque sorte. J'ai fait en sorte aussi que ma femme puisse rencontrer Willy, puisse parler un peu sur le sujet, qu'elle puisse se rendre compte effectivement que les gars avec qui je bosse, c'est des mecs qui ont quand même la tête sur les épaules. Essayer de la rassurer en fait sur vraiment la nature de ce qu'on est en train de faire. Que c'est pas juste du temps qui est perdu, qu'on est vraiment en train de bâtir quelque chose, un projet d'avenir, que ça va pas payer tout de suite, mais que ça va payer à terme. Parce que c'est là où pour moi je dis tu mets des choses en place. Tu sais, demande-moi si j'ai pas la réponse à une question. Ouais, comme tu dis, je vais essayer de forcer un peu. Tu comprends pas? Je te ramène je te ramène la personne qui va être capable de t'expliquer, tu vois. Pour moi, en vrai, ça c'est mettre des choses en place. Tu vois, c'est dire ok, moi j'ai pas toutes les réponses. Bien sûr. Tu vas essayer comme un rendez-vous à la banque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Qu'est-ce qu'ils font les franchisés quand ils ont du mal à gérer? Hop, ils appellent en visio. Tiens, tu peux rassurer le banquier pendant 10 minutes et ça y est. Ouais, bien sûr. Je dis ça dans le sens où, et ça pareil, c'est une autre clé, c'est que si vous savez qui est la bonne personne, plutôt que de vous entêter à vouloir tout faire tout seul, t'appelles la personne en question. Bien sûr. Soit pour lui poser des questions et pouvoir toi faire en sorte de pouvoir gérer le rendez-vous, soit en disant hey, vas-y, ramène-toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que tu as fait en vrai. Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, du coup, effectivement, le fait qu'elle rencontre Willy, et écoute, ça a permis effectivement d'apaiser les choses, tu vois. Puis j'avais aussi mon chômage, donc j'étais pas non plus sans revenu. Et donc ça a permis, on va dire, d'avancer. Et puis, progressivement, elle se rend compte aussi de ce qu'on fait, c'est-à-dire une salle, deuxième salle, troisième salle, le projet qui continue un peu à prendre de l'ampleur progressivement. Il y a quand même une vingtaine de coachs aujourd'hui. Enfin, il y a eu des milliers de clients qui sont passés par la salle du temps. Enfin, franchement, c'est un vrai projet, c'est concret. Donc, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que fait Adi, Adi, c'est le gars qu'on appelle, enfin que les coachs appellent en stress, en disant ouais, moi j'ai un problème là, j'arrive pas à inscrire tel client, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est monsieur trousseau de clés, il débloque les situations en l'espace de 2 minutes, qu'il soit 8h du matin ou qu'il soit 21h. Donc voilà, entre autres, une de ses fonctions, au-delà de s'occuper de toute la partie technologique de la salle du temps. Donc comme il le dit Adi, avec la salle du temps, on a beaucoup de gens qui passent. Donc c'est un gros trafic, que ce soit au niveau du site internet ou que ce soit au niveau de l'application, à la fois sur ce qu'il y a à faire, mais sur aussi ce qu'on est en train de mettre en place sur l'application. Et donc c'est Adi qui s'occupe de tout ça depuis 3 ans maintenant. C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est comme ça que tu as géré ta femme. Maintenant, moi, ce que je veux savoir... Alors, juste aussi, je tiens aussi à remercier parce qu'elle m'a quand même beaucoup soutenu. Elle me soutient encore d'ailleurs. Donc c'était important de le préciser. Mais c'est vrai que le partenariat, il est super... Ouais. Le partenariat, il est super important.
Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est super, c'est nécessaire de mettre les bonnes choses en place dès le démarrage et aussi, comme tu dis, de faire en sorte que là, sur la durée, eh bien, les conditions soient bonnes et surtout à eux deux. Tu vois, parce que justement, ce que j'allais te demander, c'est que, ok, donc, le lancement, du coup, est possible. Ouais. Tu mets les choses en place nécessaires pour que ce soit possible. Et comment est-ce que tu peux justement, ou comment est-ce que tu gères justement cette relation, entre guillemets, au jour le jour, maintenant, tout en faisant du business. Parce que comme tu dis, avec les compétences que tu as, à l'heure actuelle, tu pourras avoir un taf, rentrer 8, 9, 10 balles par mois. Donc, comment est-ce que tu gères le fait de te dire, tiens, moi, j'ai décidé de me mettre dans un projet. Ouais. Comme tu as dit, c'est un projet que je construis sur le moyen long terme. Ça va prendre du temps. Donc, ce n'est pas des revenus tout de suite. Ce n'est pas du temps tout de suite. Ce n'est pas de la disponibilité tout de suite. Ce n'est pas du temps de cerveau tout de suite. Ce n'est pas de la capacité émotionnelle tout de suite. Parce que tu es dans un projet. Comment est-ce que tu gères ça? Le fait de ne pas pouvoir me consacrer à d'autres projets ou de... Ouais, enfin, le fait de dire en gros, à gérer tous les jours. Moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui fait que j'arrive pas à me mettre en couple. En tout cas, pour le moment. C'est parce que je ne considère pas avoir la disponibilité et en termes de temps et émotionnel pour pouvoir la mettre dans quelque chose, tu vois. Donc, c'est pour ça que par rapport à comment toi, tu gères justement ta relation, comment est-ce que Willy fait, je vous le dis tous les jours que Dieu fait, je suis admiratif et fasciné parce que je me dis que vous êtes des zinzins. Et donc, comment est-ce que justement tu fais pour gérer ça? Écoute, comment je fais pour gérer ça? Écoute, c'est ma femme, donc je l'ai épousée. Elle était là pour moi. Et franchement, voilà, malgré en fait la difficulté que ça peut représenter, il faut faire des efforts et des sacrifices à ce niveau-là. Je pense que c'est nécessaire. Tu sais ce qui est important pour toi. Voilà, c'est ça. Je sais ce qu'elle m'apporte. Je sais pourquoi je me suis marié avec elle. Ça permettra aussi de rebondir. Tu sais, je suis aussi croyant et je crois aussi au destin. Et je sais que la rencontre, la façon dont elle s'est faite, a entraîné énormément de choses en fait dans ma vie derrière. Et c'est très simple, je l'aurais pas rencontré en fait, j'aurais pas connu Willy, parce que j'aurais pas eu la thune sur l'instant pour pouvoir faire la formation. Ouais. Enfin, c'est tout un truc qui se serait enchaîné en fait, et qui me font dire, ouais, ok, t'es quand même avec la bonne en fait. Tu vois, et donc je le vois, on s'entend bien, il y a plein de choses qui font que c'est peut-être parfois un petit peu compliqué, mais on s'accroche et on avance. Non, c'est stylé. Ouais, et puis on a eu l'occasion d'en parler récemment, c'est-à-dire qu'effectivement, le mariage, c'est un engagement en fait pour la vie. C'est-à-dire c'est pas une prison non plus, c'est-à-dire chacun est libre en fait de partir, mais c'est quand même un engagement. C'est-à-dire donc dans ce cas-là, tu t'accroches en fait. Même si des fois c'est un peu compliqué, même si c'est un petit peu difficile, tu fais des efforts, tu vois. Et effectivement, ça aurait été juste ma meuf, peut-être qu'on se serait séparés et ce serait pas allé plus loin. Mais c'est ma femme. Donc à partir du moment où c'est ma femme, je fais les efforts. Ouais, ça fait partie d'un... Et puis franchement, c'est pas simple pour elle aussi, parce que finalement... bien sûr, et c'est pour ça que je te pose la question. Elle a pas signé pour un entrepreneur à la base, elle a signé pour un mec qui allait reprendre un taf, puis qui allait construire. Elle a signé pour un mec qui passait le permis. Gros. Je te jure, tu vois. Ouais. Exactement, tu vois. Donc ouais, un petit peu... je sais plus ce que j'allais dire là. Non, mais donc en gros, tu dis voilà, le fait que toi t'aies pris la décision de dire aussi c'est ma femme, ça veut dire que tu la mais au centre aussi de ta vie, de tes décisions, sûr, et le fait de la prendre en compte dans ce que tu fais day to day. Et puis elle me donne des conseils aussi, elle m'aide aussi à avancer. Donc, parce que faut le dire, et moi j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est que c'est une grosse tête, elle a la tête bien faite, elle percute vite. Alors, pour l'anecdote, elle avait même fait la même formation que Willy Capsule, et moi. plus tard. La session d'après. C'est vrai. Mais parce qu'elle s'ennuyait. Et c'était trop. Et pour rigoler, elle apprend à développer. Donc c'est ça, exactement. Et elle, moi qui étais en mode charbon tous les jours, elle, easy, facile pour elle. Et d'ailleurs, je me rappelle même qu'on avait discuté et que tu lui avais dit hey, c'est moi le développeur de la maison. Je me rappelle. J'ai dit ça, il n'y a qu'un seul développeur à la maison. Ça aurait été affreux, t'imagines. Moi, je suis là en train de me bagarrer chaque jour pour essayer de comprendre, faire les choses. Elle le fait d'instinct et rapidement. On se serait retrouvés en concurrence en fait, dans le même métier, au sein du même couple. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Je comprends. Donc, elle avait d'autres métiers, d'autres compétences, donc elle est juste allée vers ses compétences, c'est tout. Ok. Et c'était important que je conserve mon métier en fait, ma reconversion. Donc voilà. C'est stylé. Et non, donc tout à l'heure t'en parlais, donc tu parlais du destin. Moi, je sais que quelque chose que j'aime beaucoup avec toi, c'est que j'ai beaucoup des gens autour de moi qui sont croyants. Ouais. Et il y en a très peu
avec qui j'arrive à parler de religion, parce que quelque chose que je reproche beaucoup aux religions, et on en reparlait ce matin, c'est le dogme, c'est tu ne poses pas de questions, il y a des choses qu'il ne faut pas remettre en cause. Et justement, moi, je sais que avec toi, j'aime bien justement le fait de pouvoir parler de religion ouvertement, librement, en remettant en cause ce qu'on a envie de remettre en cause, si on sait que ça sert le propos, tu vois. Et moi, j'ai envie de savoir, parce que pour moi, il y a 2 équilibres principaux que tu as maintenant. D'une, c'est le sport. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'avant, Adi, il faisait pas de traction. Et que maintenant, il s'arrache. Et on est parti péter marathon à Berlin et marathon à Rome. Et que là, on part aux US le suivre pendant qu'il court l'année prochaine. Donc, t'es devenu vraiment très sportif. Ouais. Donc, ça a quitté le truc du bien-être. Et pour moi, c'est vraiment devenu de la performance. Parce qu'il faut le dire, c'est que ce soit sur tes entraînements en renforcement ou que ce soit même sur tes courses, en vrai, si on regarde chaque mois ou chaque semaine ou chaque mois, tu fais mieux. Et le deuxième truc, justement, c'est par rapport à la foi et à la religion. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement quelle est la place de la religion pour toi et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie quotidienne. Parce que, et je t'en ai parlé il y a 3 semaines, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur le podcast de Ahmad Mahmoud qui interroge, comment il s'appelle, Saïf Belassa, je crois, qui est en gros un milliardaire qatari, Dubaïote, je sais plus. Enfin, un émirati, quoi, dans tous les cas. Et en fait, le gars disait, donc il est multimilliardaire à peine 40 ans, Saïf Belassa, voilà, c'est ça. Et il dit, non, en fait, c'est très simple, c'est que je ne prends que ce qui est pour moi. Et en gros, tous les jours, je fais le maximum d'efforts par rapport aux tâches. Et ensuite, je remets ça entre les mains de Dieu. Oui, et j'ai trouvé ça très très beau parce que, ouais. et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, moi je suis quelqu'un qui peut beaucoup me douter ou beaucoup me remettre en question. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Ouais. Et le fait de l'entendre dire ça, je t'ai appelé, je t'ai dit putain, j'ai trouvé ça beau. Et tu m'as dit, oui, en vrai, c'est une des lignes de conduite que toi t'as. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en savoir plus. Écoute, pour reprendre la question initiale, c'était quelle est la place de la religion dans ma vie ? Est-ce que ça t'apporte ? Ouais. Écoute, c'est un point, je dirais même, c'est même s'il y a un point, le plus important, c'est celui-là. Parce que ça représente l'essence même de ce que l'être humain est censé faire sur Terre. C'est-à-dire, dans ma compréhension des textes et aussi de ce que je vis au quotidien, l'être humain, il est là pour faire la volonté de Dieu sur Terre. Pas au sens négatif, au sens positif, c'est-à-dire faire du bien, s'entraider les uns les autres et aussi développer aussi son plein potentiel, tu vois. Et travailler sur soi-même et faire des efforts. Et un des autres aspects dont tu étais en train de faire mention, placer sa confiance en Dieu. Et justement, du coup, désolé, j'ai un peu de mal à structurer mes idées. Tu avances un peu, mon ref ? Ouais. Hop. Fais un pas vers moi. Pas vers moi. Désolé, je me perds un peu dans les idées en même temps que je parle des fois. Développeur, tranquille. Hein ? Ouais, à l'aise. Je parle pas autant d'habitude. C'est vrai. Donc du coup, on va essayer de reprendre. Donc tu disais sur le fait de... Toi, c'est justement un point central. Et pour toi, justement, un des objectifs de l'être humain, c'est de justement mettre la volonté de Dieu au cœur et au centre de ta vie et de tes décisions. C'est ça. Et par exemple, c'est avoir confiance en Dieu. S'en remettre à Dieu, en fait. Faire confiance, tu vois. On parlait de stress, de problématiques de stress. Des fois, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, où je me dis, décompresse par rapport à la situation et fais confiance, tu vois. Il se passera un truc, il se passera quelque chose qui fera qu'à un instant T, il y aura une situation qui va s'améliorer. Enfin, restez en confiance, en fait. Gardez, ne pas penser, en fait, au négatif, mais penser aux choses positives, tu vois. Ouais, le milliardaire en question, il t'a donné une phrase, en fait, qui est clé, en fait, dans la croyance. C'est effectivement la notion de destin. C'est pas uniquement genre, c'est le destin, ça va m'arriver. J'ai rien besoin de faire. Je m'assois et j'attends. Non, le destin, c'est tu avances, tu fais ton maximum et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Et effectivement, si c'est pour toi, il va te le faciliter. Par contre, si c'est pas pour toi, effectivement, ça fonctionnera pas. Mais à partir du moment où toi, t'as fait le maximum, en fait, t'as fait tout ce que tu pouvais, tout le reste, tout le côté frustration, tu dois te l'enlever. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un bienfait pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous enseigne un peu dans l'islam, c'est que si la chose que tu espérais vraiment, on va dire, n'était pas bonne pour toi, peut-être qu'en fait, tu l'as pas eu justement pour qu'il t'évite... Pour te protéger. Pour te protéger de quelque chose, pour un malheur, etc. ou autre.
C'était marrant parce qu'il s'était passé une anecdote, je sais pas si tu t'en souviens. Vous étiez parti au Qatar, tu vois, et il y avait peut-être à un moment donné la possibilité que je vienne. Finalement, ça n'avait pas pu se faire. Et c'est vrai qu'il y a un peu, bon, je me dis c'est pas grave, c'est pas le plus important. Il y a une petite partie de moi qui se disait, c'est petite frustration, tu vois, quand même. Mais au final, vu ce que maman m'avait raconté, fiasco. Voilà, tu vois, je me dis en fait, bon, moi il m'a juste, bon Dieu m'a préservé en fait de choses inutiles. C'est anecdotique, mais toute ma vie elle fonctionne un peu sur ce mécanisme-là. En fait. Ouais, et t'as dit le truc principal de dire. Règle numéro 1, fais déjà ton maximum. Fais ton maximum. Et règle numéro 2, là, tu places ta confiance en Dieu. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Je vais donner un exemple qui est un peu plus intime. Avec ma femme, on essaie d'avoir un enfant. Pour le moment, c'est pas arrivé. Et on a mis tout un tas de choses en place. Mais j'ai quand même cette confiance, en fait, qui me dit, s'il n'y a pas d'enfant aujourd'hui, c'est pas pour rien, en fait. C'est peut-être pour nous. C'est peut-être qu'il y a une bonne raison derrière. Et peut-être que Dieu il nous prépare quelque chose d'autre de plus intéressant. Et je garde cette confiance-là. Donc, voilà. Moi, je trouve ça très fort. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Et j'entendais des amis parler de ça. Et justement, du bien-être qu'ils pouvaient avoir à se dire, bah tiens, il y a une force supérieure. Il y a quelqu'un à qui je peux m'en remettre. Tu vois, et c'est vrai que je pense que justement, typiquement dans ton cas à toi, bah, la religion c'est une force parce que ça te permet de te dire, bah tiens, je vais faire mon maximum, je vais placer ma confiance en Dieu. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et en fait, je trouve que ça peut permettre d'enlever une grande partie du doute. Tu vois ? Je suis par exemple quelqu'un qui, je dirais, j'appartiens à aucune équipe, je n'ai aucune religion, tu vois, mais la spiritualité, ça m'intéresse énormément. Et le fait de par exemple, dernièrement, les dernières semaines, les derniers mois, avoir commencé à mettre plus d'énergie dans le fait de me conquérir moi-même, de régner sur moi-même, d'apprendre à me connaître, et bah, je peux dire que déjà là, en l'espace de quelques semaines, j'ai l'impression d'être beaucoup plus sur ma voie et de douter beaucoup moins. Tu vois ? Donc je me dis, bah forcément, cumuler comme toi sur les années, etc., machin, ça peut vraiment faire quelque chose de très puissant. Je pense, sur le long terme, tu vois. Donc je trouve ça stylé de ouf. Puis la religion, c'est vraiment aussi, c'est un cheminement. Donc du coup, généralement, quand tu commences un peu à t'intéresser à la religion, tu sais, tu dis, t'as pas eu d'éducation religieuse, j'en ai pas eu non plus, en fait, réellement, tu vois. Je me suis formé un peu avec des amis, en lisant des livres, etc. Et donc du coup, c'est un cheminement. Et généralement, quand tu commences, surtout quand tu commences quand t'es jeune, tu vois, 18, 19, 20 ans, t'es dans la tête, tu crois que t'as tout compris, etc. T'es plein d'orgueil et d'arrogance, tu vois, à ce moment-là, en fait. Et donc, progressivement, en fait, t'as des choses de la vie qui te rattrapent, qui te font comprendre que non, mec, tu connais rien, tu comprends rien. Et de plus en plus où j'avance, de plus en plus je me rends compte qu'en fait, je comprenais rien, ou je le comprenais un peu à l'envers, ou je redécouvre en fait beaucoup de choses. Ça, je pense que dans tous les cas, c'est propre à la vie en général, en vrai. C'est propre à la vie en général. T'es avec une meuf quand t'as 19 ans, ouais, dans ta tête, c'est ta reine, c'est vous contre le monde, etc. Et puis, en vrai, quand tu prends du recul 5 ans plus tard, tu te dis, qu'est-ce que j'étais con. Qu'est-ce que j'étais idiot. Ouais. Et dans ma tête, j'avais tout compris à ce moment-là. Et donc, ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un cheminement qui a vocation à mener, en fait, au travail intérieur. Celui du travail spirituel, justement. Et donc, il s'est passé un truc, c'est que la thérapie que je suis, en fait, a été aussi un éveil spirituel pour moi. C'est-à-dire que ça m'a permis, en fait, de travailler intérieurement. Au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer, en fait, et ça a créé des ouvertures. C'est difficile à expliquer un peu plus en détail, mais en gros, il y a un avant et il y a un après, et il y a aujourd'hui une perception, une compréhension, il y a un ressenti qui est complètement différent par rapport à toutes ces choses. Si je disais que j'avais la foi à l'époque, aujourd'hui, je dirais qu'elle est un peu plus ancrée et incarnée, en fait, et un peu plus réelle. Et moins dans le dogme, mais plus dans l'authenticité. Ouais, et puis je pense parce que je pense que c'est un truc aussi par rapport à la religion, c'est que tu as des textes, tu as des commandements, tu appelles ça comme tu veux, et après chacun va avoir sa propre expérience à lui par rapport à ce avec quoi il est à l'aise, ou dans le sens, qu'est-ce qui lui fait du bien aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais que par exemple, le fait de passer par le chemin de la spiritualité, bah, c'est ce qui petit à petit me fait me dire, ah ouais, tiens, je commence à reconnaître ce qui me fait du bien et ce qui m'en fait pas. Tu vois, donc ça me permet de me dire, bah tiens, je peux capitaliser sur ce qui me fait du bien. Je comprends, bien sûr. Et ça, je peux le laisser de côté parce que je sais que
c'est pas bon pour moi. Ok. Et bah écoute, en vrai pour moi, on a fait le tour un petit peu. Hein. On a parlé de reconversion. Ouais. On a parlé de l'équilibre à deux. Ouais. On a parlé de la place de la religion. Il y a des trucs que toi tu vois ou pas? Là, comme ça, rien qui me vient en tête là. Bah écoute, en général, je finis ce format business puisque l'objectif c'est vraiment qu'on soit sur de la discussion. C'est ça que j'aime bien aussi sur ce format-là, c'est que c'est vraiment la discussion. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge, mais qu'on peut, on peut digresser et on peut envoyer. Et chacun des gars avec qui j'ai fait les pods, je leur ai demandé à chaque fois pour conclure, vu que c'est des gars qui me connaissent, vu que tu es un gars qui me connaît, est-ce que par rapport à mon expérience du business, il y a une question que tu voudrais me poser? Et cette question, l'objectif, c'est qu'elle puisse aider justement demain les jeunes qui vont regarder ce format-là. Donc des jeunes qui ont en général, je te dis, entre 18 et 25 ans, qui veulent commencer à se lancer dans le business, qui manquent de repères, qui manquent d'identification, qui manquent de conseils. Est-ce qu'il y a par exemple un truc que tu vas voir chez moi, tu vas dire, bah tiens, les gars, vous pouvez capitaliser là-dessus, ça va vous aider? Pas tant pour moi que pour mais plus pour les autres, c'est quoi ta méthode, ta routine, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place énormément de discipline au quotidien? Et je pose cette question parce que la discipline, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs et de faire de réaliser tes rêves. Donc du coup, la question que je te pose, mais qui est utile à eux, c'est comment tu fais pour être discipliné? Comment tu fais pour être discipliné? Pour être discipliné, tout d'abord, il faut avoir un objectif. Parce que être discipliné pour rien, bah, tu vas dire, je remets mon réveil et je me lève à 10h. Tu vois, ça pour moi, c'est vraiment le premier truc. Et quand je dis avoir un objectif, ça peut être l'objectif de, bah tiens, j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur. J'ai envie de lancer du business, mais je ne sais pas encore dans quelle industrie. Tu vois, mais vraiment le fait de se dire, bah tiens, à l'heure actuelle, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de devenir plus grand que je ne le suis à l'heure actuelle. Tu vois, ça pour moi, c'est le premier truc. J'ai envie de devenir sportif de haut niveau. J'ai envie de devenir un entrepreneur. J'ai un projet. À ce moment-là, la discipline, elle va te servir. La rigueur, elle va te servir à ce moment-là. Je te dis ça dans le sens où quelqu'un qui fait un 35 heures, qui a prévu de se dire, bah tiens, moi j'ai envie d'avoir une vie assez basique, assez classique, ne va pas avoir besoin d'autant de rigueur qu'un mec qui se dit, bah tiens, j'ai envie de faire un business où je vais péter une valorisation à 100 millions. J'ai envie d'avoir un corps qui ressemble à ça. J'ai envie de, tu vois ce que je veux dire, pouvoir prendre soin de ma famille comme ci, comme ça, etc. Tu vois, donc, je pense que le truc numéro 1, c'est vraiment d'avoir un objectif. Le truc numéro 2, c'est que de mettre en place de la clarté. Quand je dis de la clarté, c'est que par exemple, je sais les domaines qui sont importants pour moi. Il y a le business, il y a la famille, il y a mes amis et il y a le sport. Et en fait, le fait d'avoir ces 4 choses-là, eh bien, ça me permet de faire en sorte que quand je vais planifier ma semaine, et j'en parle en plus dans le podcast avec Valdi qui va sortir bientôt, et ben en fait, je peux vraiment organiser ma semaine autour de ces 4 choses-là. C'est-à-dire que tu vois, je vais avoir mon outil d'agenda et je vais me dire, bah tiens, je me considère comme un athlète de haut niveau. Même si je suis blessé en ce moment, je me considère fondamentalement comme un athlète, profondément. Donc, c'est important pour moi que tous les jours, je fasse attention à mon corps. Donc, tous les jours, par exemple, de 14h à 16h, j'ai mis une plage de temps pour que je fasse attention à mon corps. Ça peut être une grosse séance, ça peut être une petite séance de cardio, ça peut être des étirements, ça peut être, ça peut être des massages. C'est vraiment ce temps que j'ai dédié de façon centrale sur ma journée, tu vois. Après, je vais avoir par exemple un autre objectif, ça va être le business. Bah tiens, par rapport au business, j'ai la salle du temps. La salle du temps, je mets à peu près 2 heures pour le gérer par jour. Donc, je sais que de 10h à midi, eh bah tiens, j'ai cette plage de temps que je prends tous les jours pour travailler sur le business. Je vais avoir autre chose qui est important pour moi, c'est ma famille. Et bah tous les jours, je vais faire en sorte de me dire, bah tiens, je peux être en contact avec ma mère, je peux être en contact avec ma grand-mère, je peux être en contact avec mon père, je peux être en contact avec mon petit frère. Tu vois, tous les jours, je dédie du temps à ça. Ça peut être 2 minutes, ça peut être un WhatsApp. J'entends des gens se plaindre et dire, ouais, moi, j'ai pas de bon rapport avec ma famille. Ça y est, t'es grand maintenant. Tu veux des meilleurs rapports avec ta famille, sûr, tu te déplaces, t'appelles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous les jours, par exemple, je fais ces efforts-là. J'aime passer du temps avec mes amis. Et tous mes amis, en plus, c'est des gens avec lesquels je peux créer. Donc, je sais que je peux capitaliser sur ce temps-là. Donc, tous les jours, je vais faire en sorte, bah tiens, tous les matins, par exemple, on va s'appeler, on va passer une demi-heure au téléphone, on va se taper des barres. Tu vois, les gars de la salle du temps, etc., qui sont des amis aussi, bah, tous les jours, je vais réserver des plages de temps où je sais qu'on va passer du temps ensemble. Là, je suis en train de me lancer sur la création de contenu et le prendre à un nouveau niveau. Bah, tous les jours, je sais que par exemple, de à peu près 17h à 20h, bah, je vais consacrer ce temps-là
sur le fait de justement pouvoir créer du contenu. Tu vois? Et donc l'idée en fait c'est ça, c'est qu'une fois que tu as ton objectif de base, une fois que tu as de la clarté sur ce qui est important pour toi, et ben en fait la seule chose que tu as à faire, c'est trouver l'outil, pour moi en tout cas le plus simple du monde, et pouvoir organiser tes journées et simplement t'y tenir. Et dans ce cas-là, il y a 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est la planification. Ouais. Donc faire en sorte de pouvoir dire, bah tiens, sur cette semaine par exemple, je vais faire ça, sur ce mois-ci, je vais faire ça, sur cette année, je vais faire ça. Et la deuxième chose, et ça c'est super important et c'est ce que les gens oublient, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, c'est tout le dimanche, je passe une demi-heure à regarder ma semaine et à me dire, là j'avais calé ça, j'aurais pas le temps de le faire. Donc je le déplace. Okay. Ça, là je vais avoir un trou, je peux rajouter quelque chose. Et je fais ça une fois le dimanche soir et je refais ça la veille, juste pendant 5 minutes. Donc par exemple là, demain on est vendredi, et bah ce soir je vais prendre 5 minutes, je vais regarder la journée et je vais me dire, bah tiens là j'avais calé ça. Il y a un gros rendez-vous pour la comptabilité. Il va prendre 2 heures, il va être fatigant. Je sais que ça sert à rien de mettre un rendez-vous téléphonique juste après, je ne serai pas concentré. Ouais, bien sûr. Donc viens, je cale le lunch ou l'entraînement, un truc où je peux me permettre de me déconcentrer un petit peu, histoire de souffler. Et je cale ça plus tard. Et je pense que si tu trouves le bon équilibre entre justement le fait de planifier et d'être clair par rapport à tes objectifs, et de l'autre côté, pouvoir t'adapter, parce qu'on n'est pas des robots, qu'on a des émotions, qu'on a de la fatigue, que petit à petit, le fait d'apprendre à te connaître, bah, tu sais comment tu fonctionnes aussi. Donc tu peux régler et adapter un petit peu tes journées. Je pense que pour moi, c'est comme ça que tu peux avoir de la discipline sur le long terme. L'outil que j'utilise là, je l'utilise depuis 2015. Je l'ai en 2022. Vouloir toujours être à la course du dernier outil pour être plus productif, c'est des conneries. À titre personnel, j'ai gardé des méthodes à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des feuilles et voilà. Chaque jour de la semaine, il y a écrit ce que je dois faire. Et tu sais ce qui fonctionne pour toi. Et du coup, juste pour un jeune, on change de rôle là. Pour un jeune, tu vois, qui n'arrive pas à franchir déjà le cap de base, c'est de se dire, il veut s'y mettre, mais il a la flemme, il n'y arrive pas, et il se laisse tenter plutôt par rester allongé sur le canapé devant la télé, tu vois. Comment en fait l'aider à prendre le pli de maintenant en fait, je vais devenir quelqu'un qui arrive à tenir son programme en fait. Qu'est-ce qui peut l'aider en fait à faire ça ? Pour moi, on en revient à la même chose, c'est que j'ai la réponse en fait. J'ai une réponse en tout cas, mais pour moi, l'idée de base, c'est de dire tant que tu es trop confortable dans tous les cas, tu te bougeras jamais le cul. Tant que c'est plus confortable pour toi de te dire, je reste dans mon lit jusqu'à 10h, je fais mon petit taf, je vais voir mes potes et j'aspire à rien de plus, tant que tu préfères faire ça que de te dire je vais mettre des choses en place et je vais essayer de changer ma vie, tu changeras jamais. Tu vois, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le pourquoi, il est beaucoup trop faible. Et tu as raison, d'ailleurs, c'était ce que tu disais, il faut un objectif en fait. Il faut un objectif. Effectivement, si tu n'as pas l'objectif, si ça fait pas mal, tu sais pas pourquoi en fait. Si la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle, elle te fait pas mal et que tu n'as pas envie d'en sortir, tu vas rester là-dedans. Regarde la vérité, quand on a ouvert la salle du temps, la situation dans laquelle j'étais, je faisais lundi 7h, dimanche 16h en coaching, 50-60 clients par semaine, la situation, elle me faisait mal. J'avais besoin de me dire, il faut que cette semaine, j'avance sur ce putain de projet de la salle du temps et que j'ouvre enfin ma salle parce que je suis en train de me bouffer physiquement. Tu vois ? Et tu le vois même, regarde, on va le voir même par rapport à l'exemple des coachs qu'on va voir maintenant. Leur situation étant beaucoup plus confortable, qui reste une semaine de plus, un mois de plus à l'intérieur, ça va pas leur faire mal comme ça nous faisait mal à nous au moment où on a démarré la salle du temps, ou au moment où toi tu étais auditeur et que tu étais en train de te dire je suis en train de me bouffer la santé, il faut que ça change et je suis prêt à me mettre au chômage pour que ça arrête. Pour que ça s'arrête parce que c'est trop difficile. Tant que tu es confortable, tu vas rien faire bouger. C'est vrai. Tu vois ? Non, c'est vrai. Tu pensais à quoi toi ? Non, en fait la même chose, c'est-à-dire en fait il faut des objectifs et effectivement il faut l'aspect un peu douleur. Il faut que ton pourquoi en fait il soit très fort. Bien sûr. Et après, il y a l'autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, je me suis rendu compte, c'est le sport. Et je me suis rendu compte que le fait d'avoir un programme sportif et de s'y tenir, et en plus d'aller s'entraîner même quand t'as pas envie d'aller d'entraîner. Bien sûr. Ça a déverrouillé des trucs, en fait, dans ma tête. En termes de discipline. En termes de discipline, Je sais que ça a déverrouillé énormément de choses. Bien sûr. Peut-être te dire, tiens, putain, faut que j'aille courir 2 heures. Ça me casse les couilles, en fait. Mais bon, surtout que tu as vraiment un sport qui casse les couilles en plus. En fait, c'est affreux. Ça, c'est trop drôle parce que c'est vraiment l'enfer. Je me suis fixé des objectifs. Courir un marathon, alors qu'en vrai de vrai, faire des footings de 2 heures, ça me casse les pieds. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais tu sais, le bien-être et la dopamine que ça te libère, même 2 fois par an quand tu le fais ce marathon. C'est ça qui est ouf, c'est que au final, je suis le moins sportif en fait de la bande. T'es tellement sportif. J'étais le moins sportif. Maintenant, j'ai pris du niveau, tu vois. Tu t'entraînes plus que des gens à la salle du temps.
refait. Check, ça fait plaisir. Ouais, mon ref. Et donc du coup, j'étais en train de dire quoi? Tu disais, t'étais un des moins sportifs? J'étais un très moins sportif, mais je suis quand même allé. Je suis le seul à avoir la perf dans l'équipe. T'es seul à avoir fait 2 marathons? Ouais, 2 marathons, voilà. Donc c'est ça qui est cool en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, ça c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais moi j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. C'est-à-dire, je suis jamais arrivé forcément par la grande porte. J'ai toujours trouvé un moyen d'arriver en fait à des endroits où on me voit pas arriver et tout d'un coup je suis là. Mais c'est parce que t'es concentré sur ce que tu veux et tu sais ce que tu veux. Et oui, tu vas faire moins de bruit. T'es quelqu'un d'assez discret. Mais comme tu dis, s'il y a quelque chose que tu veux aller chercher, tu vas te débrouiller. Tu vois, là, on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. Je vais m'asseoir à cette table. Je vais manger. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose moi, c'est quelque chose que je respecte énormément chez toi, tu vois. Le fait de dire, t'es concentré, t'imagines. Tout le projet de la salle du temps est sur Paris, ça fait 1 an et demi que t'as quitté Paris. Ouais. T'es dans ton coin, tu charbonnes, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pas la même dynamique, hein. Et pourtant, tu t'entraînes et tu charbonnes. Écoutez, c'était une très belle interview, un très bon podcast. Mon ref. Bon. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, ça m'a fait plaisir. Adi sur YouTube, Adi sur Internet. Première vidéo? C'était quoi? C'est la deuxième. On avait fait une vidéo. Où je pour la capsule? Alors, c'est la troisième. Alors, du coup, il y avait la capsule. C'était peut-être la première. La deuxième, on avait fait un échange sur le canapé là-haut une fois. C'est quoi l'échec? C'est quoi l'échec? C'est vrai. C'est vrai que je retraçais un peu aussi tout ce qui s'était dit là, tu vois, à ce moment-là. Mais et il y a le vlog aussi de Roma. Aussi, ouais, c'est vrai. T'es un mec d'internet en fait. Bah, de toute façon, on en parlera à un moment venu. On en parlera à un moment venu. Messieurs, mesdames, merci d'avoir assisté à l'interview. Mon ref, merci beaucoup, c'était un plaisir. Bah, pareil. Vous allez retrouver Adi sur Instagram. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Alors, t'as 2 comptes en plus. Ouais, il y en a un qui est privé, sinon il y a sto.vision. Il y en aura un autre qui arrivera prochainement. C'est quoi Sto.vision? Sto, c'est STO, c'est salade tomate oignon. Ouais. Donc à la base, c'est le blog que j'ai créé il y a 1 an à peu près. Sur lequel j'ai publié pas mal de choses autour de ma vie, mon parcours. Il y a beaucoup d'articles aussi au niveau du mindset. Et je partage beaucoup de choses avec, je dirais, avec authenticité. Donc, parce que je parle de difficultés, d'échecs, comme j'ai pu le faire là, ici présent. Mais je parle aussi de réussite. Parce que derrière ces échecs, il y a aussi eu des changements. Ce projet, finalement, c'est du blogging. Ça me plaît énormément. J'aime bien partager via du texte. Et donc, j'ai décidé de faire évoluer tout ça. Donc, Stovision, il va s'arrêter. J'ai pas vocation à le poursuivre. Je vais garder les articles quand même sous le coude parce que ça m'a fait plaisir de les écrire. Ouais. Mais je vais poursuivre dans le blogging. J'aurai, j'espère, l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Ouais. Mon ref, je te resserre la main. Yes. Merci beaucoup. Messieurs, dames, merci d'avoir assisté à l'interview. À très vite. On se retrouve sur la chaîne de Vision the Great. On est ensemble. Commentez, partagez, likez. Peace.